Alors oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une interview avec Gilles qui nous reçoit. En fait Gilles m'a contacté au travers de YouTube parce que Gilles s'intéresse beaucoup à la pyramide de Maslow. Donc je me suis dit c'est intéressant de le rencontrer pour justement en discuter tous ensemble. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là. Alors je vais peut-être te laisser un peu te présenter. Parce que c'est vrai qu'ils ne te connaissent pas. Moi ils me connaissent un peu, ça fait un petit moment que Oui. je fais quelques vidéos sur YouTube. Mais Eh bien, je m'appelle Gilles Vouillon, voilà, j'ai 48 ans, je suis professeur d'éducation physique. Et donc, je m'intéresse à Maslow depuis déjà un certain temps, depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, depuis que je suis enseignant. Alors, ce qui m'a amené à me rapprocher de Raphaël, c'est parce que, étant à la recherche de tout ce qui peut s'intéresser de près ou de loin à Maslow sur Internet ou sur YouTube, il n'y a pas grand-chose en la matière. J'ai eu la chance de tomber quelques mois en arrière sur une vidéo qu'avait fait Raphaël concernant ce sujet. Ça m'a beaucoup intéressé. Et donc pour une fois que j'arrivais à contacter quelqu'un qui s'intéressait un petit peu à la même chose que moi, eh ben, on a pris contact et puis après plusieurs échanges, nous voilà à faire une vidéo sur le thème de Maslow. ok. Du coup, tu dis que tu t'es intéressé à la pyramide de Maslow depuis 20 ans. Oui. Tu enseignes aussi le PS depuis 20 ans? Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, j'ai eu la chance en fait de me faire expliquer la pyramide de Maslow par quelqu'un qui n'était pas un enseignant. C'était un chef d'entreprise qui tournait un petit peu en rond par rapport à sa vie et puis qui avait besoin de se réaliser, de s'accomplir, qui avait ce souci de vouloir lui atteindre le sommet de sa pyramide. Voilà, donc, et par rapport à ça, il m'a connu dans un contexte où moi, j'étais pas encore enseignant, mais j'étais quelque part au sommet de ma pyramide, à me réaliser, à m'accomplir dans une activité professionnelle. Et donc, il m'enviait un petit peu par rapport à ça, quoi, de pouvoir exercer une activité avec passion et pas simplement avec routine et habitude. De là, il m'a parlé de la pyramide de Maslow, il m'a expliqué les différents niveaux de besoins. Et puis, ça s'est ancré, ça s'est imprimé en lettres de feu dans mon esprit. Et quelques temps après, quand j'ai eu l'occasion d'enseigner ce pourquoi j'ai été formé au départ, là, quelque part, ça m'a servi. Ça m'a servi parce que je me suis aperçu que finalement, cet outil formidable qui est la pyramide de Maslow, elle a sa place dans l'éducation nationale et dans la façon dont un prof va s'adresser à ses élèves. Et moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la façon dont tu l'as approprié et comment tu l'as même un peu adapté et comment tu t'en sers tous les jours. De toute façon, ça, vous le verrez dans la discussion qu'on va avoir. Gilles, vraiment, il connaît vraiment très bien la pyramide de Maslow. Oui, et donc et je suis un petit peu désolé depuis toutes ces années, de ne pas avoir pu rencontrer des gens qui auraient cet intérêt commun. Parce que je pense que c'est un outil tellement formidable. Je m'insurge un petit peu contre tous ceux qui diraient oui, mais ça date des années 70, c'est has-been. Si on prend l'exemple de la roue, ça a été inventé depuis des milliers d'années et c'est pas has-been la roue. Simplement là, on roule encore avec des roues et puis on l'utilise parce qu'on a su l'améliorer, on a fait des choses plus spécifiques. On est passé de la roue de charrette qui était pleine en bois à des roues qui sont super élaborées. Voilà, la roue c'est un outil qui ensuite a pu après être magnifié avec le temps. Maslow c'est pareil, c'est un outil en matière de connaissance de soi, de psychologie et de développement personnel et d'éducation, que ce soit pour les enfants ou pour les enfants quand on est parent et pour les adolescents et puis les élèves quand on est enseignant. C'est un outil formidable et qui mérite d'être connu et surtout approfondi. Donc cet approfondissement, je l'ai fait de façon empirique. Je l'ai fait pas tant avec ce que j'ai pu en lire et ce que j'ai pu en comprendre, mais surtout par rapport à la façon dont j'ai pu me réapproprier cet outil. Concrètement. Ce que je ferai, j'y pense, je vous mettrai un lien aussi sur la vidéo que j'avais faite pour que vous recentriez justement de manière simple et synthétique le Maslow, à quoi ça ressemble, etc. Après, Gilles, tu peux peut-être un peu présenter la pyramide que tu t'es faite, qui est la pyramide de Maslow bien sûr, mais comment est-ce que tu l'as composée. Je vous mettrai, je pense d'ailleurs, le lien vers un document qui comporte sa pyramide, parce que là, à l'écran, c'est pas facile de lire. Non. Donc c'est un visuel qui mériterait d'être agrandi et puis ensuite après mettre à l'affichage en direction de différents publics. Mais bon, j'ai travaillé sur cet outil depuis longtemps pour essayer d'en faire ce produit fini, qui me semble déjà pas mal. Donc dans un contexte d'éducation nationale, voilà, quand on est prof de PS,
comme quand on est prof de n'importe quelle discipline, on fait du développement personnel en utilisant la hiérarchie des besoins fondamentaux de Maslow sans même le savoir. Voilà, donc maintenant, on peut intervenir sur l'ensemble des différents niveaux de besoins, comme je vais vous l'expliquer. Ceci étant, il y a quand même aussi des besoins qui doivent être en totalité ou en partie satisfaits à la maison, par les parents, dans un contexte familial, et ensuite après, avec nous, cet outil de Maslow, dans notre position d'enseignant, on va ensuite après, évidemment, prendre les élèves, la matière brute qui nous arrive, pour ensuite après poursuivre d'autres objectifs. Ce qu'on peut peut-être faire, je disais, comme une directrice, un peu comme quand on l'a fait tout à l'heure, quand on discutait un peu de ce qu'on allait parler, par rapport aux enfants. Tout à l'heure, tu avais déroulé Bien sûr. Les enfants sur l'ensemble, je trouvais ça super. Donc en fait, quand un élève arrive en cours, que ce soit en cours de PS ou un cours d'une autre discipline, il a besoin déjà d'avoir satisfait des besoins physiologiques. Voilà, les besoins physiologiques, c'est les premiers besoins fondamentaux de Maslow. Alors, simplement pour rappeler ce que Raphaël a montré dans sa vidéo sur Maslow, il y a 5 grands niveaux de besoins. Il y a les besoins physiologiques, ensuite après il y a les besoins de sécurité et de protection, ensuite les besoins d'amour et d'appartenance, les besoins de reconnaissance et d'estime, et enfin le dernier niveau de besoin qui est le besoin de réalisation et d'accomplissement. Voilà. Donc en tant que prof de PS, on joue sur les différents niveaux de besoins. On a des élèves qui arrivent en cours, ils ont tous des motivations différentes, ils ont un bagage émotionnel, affectif et cognitif différent, et pourtant, par rapport à ces besoins différents, il va nous falloir essayer de tous les faire progresser. Quand un élève arrive en cours, il faut qu'il ait satisfait ses besoins physiologiques. C'est sûr qu'un élève qui est en déficit de sommeil, parce qu'il n'a pas suffisamment dormi, si un élève est en déficit d'alimentation et qu'il est en crise d'hypoglycémie, parce qu'il n'a pas petit déjeuner le matin, si un élève est déshydraté, si un élève est malade, si un élève est blessé, si un élève est fatigué, ça sera difficile de le motiver à pratiquer le cours de PS. Voilà. Ceci dit, excepté pour le fait de dormir et pour excepter le fait de manger, le prof de PS se doit de permettre aux élèves de pouvoir s'hydrater pendant le cours, de pouvoir aménager des temps de repos quand la quantité de travail l'impose. Il y a certains besoins physiologiques qu'on prend en charge en direction de nos élèves. Voilà. Ça fait partie de nos prérogatives. Voilà. Il y a des besoins physiologiques qu'on peut régler et qu'on peut gérer en cours, d'autres pas. Voilà. Une fois que l'élève a satisfait ses besoins physiologiques, là on va considérer qu'il est apte à pratiquer l'activité ou à la poursuivre. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, un élève qui n'aurait pas satisfait ses besoins physiologiques tout simplement parce qu'il est malade ou parce qu'il est blessé, il sera inapte à pratiquer le PS. Donc, ou bien il aura fait faire un mot de son médecin par rapport au fait d'avoir un certificat médical d'inaptitude, ou bien ses parents lui auront donné un mot pour expliquer au professeur de PS que mon fils étant tordu la cheville ce week-end en match, il ne va pas pouvoir pratiquer l'activité d'aujourd'hui. Oui, sur des derniers points, effectivement, c'est très axé EPS, mais les précédents dont tu parlais, le sommeil, l'alimentation, etc. C'est général ? Exactement, ça s'applique à d'autres disciplines scolaires. Toutes disciplines confondues. Oui, bien sûr. Donc une fois que l'élève est apte physiologiquement, à être en cours, à pratiquer l'activité, ensuite après, ce dont l'élève va avoir besoin, c'est se sentir sécurisé et protégé, tant physiquement que psychologiquement. Voilà. Il faut qu'il ait la garantie que ce qu'il va faire, ça ne procure pas un sentiment de danger, de blessure ou d'incertitude qui va faire qu'il ne sera pas motivé parce qu'il sera en situation de repli, en situation de survie. Donc ça peut être par exemple une chose qui est essentielle, un élève, il doit s'assurer de pouvoir retrouver ses affaires quand il rentre au vestiaire. Donc ou bien les valeurs, les téléphones portables, les montres, etc., on les met dans une boîte à valeurs, dans une boîte à bijoux, qu'on garde sur place de façon à ce qu'on soit sûr que ce ne soit pas volé, ou alors on est sûr de bien fermer les vestiaires, de façon à ce que personne ne puisse s'introduire, et que les élèves aillent en paix en cours, sans avoir cette crainte de se faire voler leurs affaires. S'ils ont cette crainte-là, ils sont insécurisés psychologiquement, et quelque part, ils seront perturbés pendant le cours à l'idée de s'être fait dépouiller de leurs affaires quand ils vont rentrer. Voilà. Ensuite, après, évidemment, il y a la sécurité physique et sécurité physique. Donc, un élève en cours de PS, il peut être maladroit. Certaines activités peuvent mettre l'élève en situation de danger. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de blessés. Donc, nous, dans nos consignes, on doit donner des consignes de sécurité qui font qu'un élève doit pouvoir être encadré, structuré par rapport au fait de ne pas se blesser physiquement.
Et puis il y a aussi la notion de sécurité psychologique. Un élève doit pouvoir aller en cours confiant, sans avoir la crainte de se faire moquer, sans avoir la peur de se faire raqueter, sans avoir la peur de se faire embêter et provoquer par d'autres élèves qui seraient malveillants. Voilà. Donc pour ça, les élèves en cours doivent pouvoir compter également sur un protecteur. C'est l'enseignant. L'enseignant, c'est le protecteur, c'est celui qui va définir un cadre, qui va le faire respecter, qui incarne l'autorité et qui fait respecter une discipline. Sans discipline, rien n'est possible. Et donc, si on exerce une discipline structurante auprès des élèves, c'est précisément pour définir un cadre dans lequel ils vont se sentir sécurisés et protégés, tant physiquement que psychologiquement. Voilà. Une fois que les élèves sont sécurisés et protégés dans l'espace d'activité, là, ils vont pouvoir se dire, ok, bah ça y est, on va pouvoir y aller de façon confiante. Ouais. Pour approcher le pyramide de Maslow, ça c'était le deuxième niveau. Là, on va entrer dans le troisième. Là, on était dans le deuxième niveau de besoin de sécurité et de protection physique et psychologique. Donc on arrive au troisième niveau de besoin que Maslow appelle le besoin d'amour et d'appartenance. L'amour, on va plutôt réserver ce qualificatif pour ce qui est de la sphère familiale ou sentimentale. La relation qu'il y a entre le prof et l'élève, c'est pas de l'amour, mais l'élève a besoin d'attention. Il a besoin de recevoir l'attention de son prof, il a besoin de recevoir de la bienveillance. Voilà. L'élève, il a besoin de se sentir exister, de se sentir regardé, qu'on s'occupe de lui. On est là pour ça quand même un petit peu, hein. Même si on n'est pas des papas ou des mamans, à un moment donné, l'élève qui a besoin d'attention tout simplement parce qu'il a besoin de comprendre pour agir et pour ensuite après réaliser les choses de façon efficace. Voilà. L'attention, ça se manifeste effectivement par des consignes. Alors effectivement, on est là pour transmettre des connaissances, donc on va donner des consignes pour expliquer comment il faut faire certains exercices en EPS. Et puis, mais il y a aussi cette dimension affective, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon relationnel, dans le sens où un élève ne sera jamais plus motivé que pour finalement progresser, ou avant de progresser, même s'investir au niveau de l'activité par rapport à un prof qui est sympa. Voilà. Donc à partir du moment où il y a cette relation qui est équilibrante sur le plan affectif, non pas dans l'amour, mais dans le fait tout simplement d'être attentif à ses élèves, ça motive. Voilà, là aussi, c'est un facteur de motivation important. Et donc, à partir du moment où on motive l'élève à pouvoir rentrer dans l'activité en assurant un besoin affectif qui est satisfait, là, l'élève va se dire, ok, le profil est sympa, les élèves sont sympas, l'activité est sympa, ou en tout cas, on la rend sympa, donc j'ai envie d'appartenir à ce groupe d'activité. Donc, il y a le besoin d'attention d'un côté, et ensuite, après, le besoin d'appartenance. Amour et appartenance sont liés, mais on peut aussi également les dissocier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres de Maslow. Ça, c'est mon expérience personnelle qui m'amène à penser qu'on peut, ce même besoin d'amour et d'appartenance, on peut le décliner en deux besoins différents, dont l'un va être prédominant par rapport à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le troisième niveau de besoin. Donc là, les élèves, après avoir satisfait leurs besoins d'attention, de communication, de relation également, parce que c'est du contact humain qui va faire qu'on se plaît, ça nous procure du plaisir, de la joie d'être là, on va appartenir à ce groupe, et ensuite après, là, quand on est dans ce groupe, on va se socialiser dans ce groupe. Le besoin d'appartenance, c'est trouver sa place, c'est d'abord de trouver une place dans le groupe. On a besoin de trouver une place, on a besoin de s'intégrer, on a besoin de se socialiser, on a besoin d'être un parmi les autres. Et puis dans ce groupe, ensuite après, puisque ce groupe finalement correspond à ce dont on a envie, on va intégrer ses valeurs, on va intégrer aussi ses règles, et puis on va acquérir des connaissances et développer des compétences. Et c'est là où vraiment on peut commencer à jouer le rôle d'enseignant, à transmettre des connaissances pour développer des compétences. Alors on met les élèves en situation. Voilà. Ils sont motivés pour être en situation. Après, est-ce qu'ils vont réussir ou pas réussir? Ça, c'est du domaine du niveau de besoin supérieur, le besoin de reconnaissance et d'estime. Une fois qu'un élève est en activité en EPS, une fois que qu'on lui a donné des outils pour qu'il se mette en activité, on est là pour le faire réussir. Et ce qui va faire aussi qu'il va réussir, c'est parce qu'il a ce besoin de reconnaissance, être reconnu et estimé comme un bon élève. Être reconnu et estimé aussi comme quelqu'un qui réussit par rapport au regard des autres. Donc il y a différentes façons de pouvoir être reconnu et estimé.
Donc un élève va vouloir être reconnu, estimé, peut-être tout simplement par rapport au progrès qu'il va faire. À partir du moment où je fais des progrès, je suis reconnu et estimé comme un élève qui progresse, ça va me permettre d'avoir une bonne note, ça va me permettre d'avoir une bonne moyenne trimestrielle, ça va favoriser mon passage en classe supérieure. C'est tout simplement aussi le fait de trouver ma place dans le groupe, c'est-à-dire qu'au niveau sous-jacent, l'élève avait besoin de trouver une place dans le groupe, et là, au niveau du besoin de reconnaissance et d'estime, l'élève a besoin de trouver sa place dans le groupe, ce qui le singularise. Donc là, on n'est plus un parmi les autres, on est un différent des autres. Donc ça peut être reconnu et estimé comme étant celui qui va se distinguer des autres par rapport au fait, dans l'activité, de faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Et puis ça peut se singulariser aussi par rapport au fait d'être en défi par rapport aux autres. Être reconnu et estimé par rapport au fait de gagner un match, d'établir un rapport de force qui soit favorable en sport de combat, etc. Donc la victoire, le gain du match, c'est aussi une façon d'être reconnu et estimé. Pas seulement par rapport aux profs, mais aussi par rapport aux élèves du groupe. Voilà. Et donc, être reconnu et estimé, ça implique également certaines formes de gratification qui peuvent être des compliments, tout simplement. Un prof qui vous dit « c'est bien, tu as fait des progrès, c'est super ce que tu as fait ». Et puis, ça peut être aussi des gratifications sous la forme d'une note en fin de trimestriel qui montre qu'on a été un bon élève en EPS. Et puis, il peut y avoir aussi des élèves qui, finalement, pour lesquels l'EPS est leur matière préférée. Il y en a quand même quelques-uns, hein, heureusement. D'ailleurs, l'EPS, c'est de loin quand même la matière qui est la plus appréciée par les élèves, d'une façon générale. Peut-être parce que justement, chacun peut arriver à satisfaire des niveaux de besoins qui sont très différents. Mais ça, on en parlera après. Ouais. Toujours est-il qu'il y a une proportion d'élèves qui vont ensuite, après, une fois reconnus et estimés, vont arriver à monter au dernier étage de la pyramide de Maslow en cherchant, en satisfaisant le besoin d'accomplissement et de réalisation. Pourquoi ? Pas tout simplement parce qu'ils ont besoin de reculer leurs limites. Ils ont besoin de faire dans la complexité. Ils ont besoin d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire, au-delà peut-être même de ce que l'enseignant va leur proposer. Voilà, donc ils vont prendre des initiatives, ils vont créer, ils vont innover, devenir autonomes, se réaliser, repousser leurs limites et puis utiliser tout leur potentiel. Voilà. Donc en général, ce sont évidemment les meilleurs élèves en EPS, mais ce qu'on peut trouver en EPS, on peut aussi évidemment le trouver, il y a des élèves qui vont se réaliser et s'accomplir en français ou en maths, et pas les mêmes d'ailleurs. Il y a certains élèves qui sont très doués en sport, qui ont cette intelligence motrice qui va faire qu'ils vont se réaliser et s'accomplir en EPS, là où ils seront très mauvais par ailleurs dans d'autres disciplines, et inversement. Il y a des élèves qui vont se réaliser, s'accomplir en langue, ou bien en maths, ou bien en histoire-géographie, parce que ça sera leur domaine de prédilection, ça sera leur espace de réalisation et d'accomplissement. Mais par contre, en EPS, c'est pas leur truc, et je le comprends, parce qu'on peut pas être bon partout. Donc là, ils vont simplement se contenter de faire le job, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être des élèves en EPS, ils vont appartenir au groupe, ils vont faire accessoirement quelques progrès pour être reconnus et estimés comme étant des élèves qui sont de bons petits élèves, mais ceci dit, ils n'auront pas la passion et ils n'auront pas non plus la volonté de vouloir aspirer à être des futurs médaillés olympiques en grimpant dans les sphères du développement personnel pour se réaliser, s'accomplir en EPS. Okay. Voilà. Une question qui me vient en tête, enfin si tu as fini de faire le balayage de la pyramide. Là oui, là on a pu voir qu'en fait les élèves pouvaient satisfaire différents niveaux de besoins. Alors ce qui est essentiel aussi à souligner, c'est que certains élèves vont bloquer à certains niveaux de besoins. Certains parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de choses qui les préoccupent par rapport à des problématiques personnelles, familiales, sentimentales. Ils vont être dans des espaces d'insécurité psychologique qui va faire que venir en cours de PS, pour eux, ça va représenter une contrainte, ça va représenter un surcroît de stress. Voilà. Cela, ça va être très difficile à les motiver à faire une activité parce que c'est pas le moment peut-être, parce que peut-être qu'à un autre moment de l'année ou un autre moment de leur existence, ils auraient été beaucoup plus motivés. Mais là, ils ont l'esprit tellement préoccupé par plein de choses que peut-être que le PS, à ce moment-là du cours, ou peut-être ce moment-là de leur vie, c'est pas leur truc. Ensuite, après, il y a des élèves qui vont bloquer parce qu'ils ont des problèmes affectifs, parce qu'il n'y a pas un bon relationnel avec les autres élèves de leur classe, il n'y a pas un bon relationnel avec le prof. Donc par rapport au fait que leurs besoins affectifs, leurs besoins d'attention ne soient pas satisfaits, pourquoi est-ce qu'on irait
pourquoi est-ce qu'on irait appartenir à un groupe avec des personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité? Donc là aussi, il va y avoir un blocage affectif. C'est le cas typiquement des élèves qui choisissent leur matière parce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas, en fonction des affinités qu'ils ont avec le prof ou avec la matière. Donc ils vont faire des choix par affinité. Il y a ces élèves comme ça qui vont être bons parce que ça leur plaît, et là où ça leur plaît pas, ils vont être pas bons parce que tout simplement ils vont pas se forcer à s'investir. Voilà. Après, il y a des élèves, et la plupart des élèves, c'est ce qu'on attend d'eux, hein, c'est qu'ils soient reconnus et estimés dans l'éducation nationale et en EPS en particulier, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour se socialiser, et puis ils sont là également pour développer des compétences et des connaissances qui vont faire qu'ils seront meilleurs le lendemain qu'ils n'étaient la veille, en tout cas dans cette discipline. Voilà, mais bon, tout le monde n'arrive pas forcément à ce niveau-là de besoin. Et ce qui est important de souligner, c'est que pour arriver à satisfaire un besoin supérieur dans la pyramide de Maslow, il est nécessaire, indispensable et obligatoire d'avoir satisfait, à minima, en tout ou partie, l'ensemble des besoins fondamentaux sous-jacents. Quel que soit le niveau de besoin, par exemple le deuxième niveau de besoin, qui est le besoin de sécurité et de protection, physique ou psychologique, si au préalable on n'a pas suffisamment satisfait le besoin sous-jacent qui est le besoin physiologique, on sera trop fatigué, on sera trop en situation de survie par rapport à un déficit de besoins physiologiques pour pouvoir être en état psychologiquement d'affronter les événements de notre vie. Que ce soit un cours de PS ou que ce soit n'importe quoi. Mais comme l'a dit Gilles, on peut très bien l'avoir satisfait de manière partielle. Donc on peut très bien être fatigué, mais pas trop fatigué non plus pour que ça coince, mais on peut être fatigué et passer au niveau suivant. Par contre, si on est vraiment trop fatigué, on ne pourra pas. Voilà. Parce que c'est une notion, il y en a certains qui disent que pour la pyramide de Maslow, passer d'un étage à l'autre, il faut avoir satisfait entièrement un étage. Non, même Maslow lui-même le disait que en partie ça peut suffire. Un autre exemple, tout le monde n'a pas forcément un gros capital de confiance en soi. Bon, ça n'empêche pas que des gens qui peuvent être timides et un petit peu introvertis parce qu'ils manquent de confiance en eux, ils peuvent très bien appartenir à un groupe, se faire des relations, pour ensuite après être reconnus et estimés, que ce soit bon à l'école ou que ce soit bon ensuite après dans leur activité professionnelle, tout en étant des gens qui n'ont pas forcément une très grande confiance en eux. Maintenant, quelqu'un qui sera à ce point en déficit de confiance en soi, il aura du mal à réussir dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, par rapport au fait que s'il est tellement en déficit de confiance, il ne va pas pouvoir faire confiance en ses collègues, dans l'activité qu'il va faire. Et puis, le déficit de confiance en soi, ça ne permet pas non plus de pouvoir arriver à s'accomplir dans une vie de couple, dans une vie de relation, dans une vie familiale, parce que ça va compliquer les relations avec le sexe opposé. Voilà. Et là, je vous renvoie aux vidéos que Raphaël a fait sur sur la relation homme-femme. Voilà. Entre autres. Ouais. Ok. Oui, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est est-ce que tu crois qu'un élève, d'un point de vue scolaire, s'il a des problèmes dans certaines disciplines, est-ce qu'à quelque part l'EPS peut l'aider à surmonter ces différentes problématiques? Oui, alors donc, déjà, on parlait à l'instant de la confiance en soi. C'est vrai que d'arriver à réussir des choses avec son corps, c'est gratifiant, c'est une petite victoire. Et puis les petites réussites comme ça, les unes au bout des autres, ça finit par structurer la confiance en soi. Donc c'est pas forcément des gros exploits sportifs au départ, mais c'est simplement le fait d'être en situation de réussite. Donc ça élabore, ça construit la confiance en soi. Et quand on a confiance en soi à travers le PS, ensuite évidemment, ça rayonne pour tous les espaces de vie. Et ça peut également favoriser la confiance en soi dans d'autres domaines de compétences ou dans d'autres disciplines. Donc effectivement, après, de la même façon, l'EPS va favoriser la communication. On ne parle pas plus dans un autre cours que dans le cours de PS en termes de communication, parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a des sports co, parce qu'il y a des consignes, parce qu'il y a des groupes d'activités qui font qu'on communique, pas seulement avec le prof, mais aussi entre élèves. Enfin, en tout cas, le cours de PS, c'est pas un cours magistral, où on est là simplement à recevoir la parole de l'enseignant. Voilà. Donc cet espace de communication va permettre aussi à l'élève de pouvoir développer des compétences et satisfaire des besoins par rapport à ce besoin de communiquer. On est des êtres sociaux, des êtres grégaires, on a besoin de communiquer. On a besoin de ces structs, les unités de communication psychologique dont parle le langage de la PNL. Et donc, voilà, donc à partir du moment où l'EPS permet de favoriser
le besoin de relations et de communication, forcément, effectivement, ce sont aussi des choses acquises en EPS, mais qui vont pouvoir être réinvestissables dans n'importe quelle discipline et dans la vie de tous les jours. De même qu'ensuite après, dans la façon dont on va se socialiser dans la groupe, de même dans la façon dont on va ensuite après être reconnu, estimé, parce que l'estime, c'est l'estime des autres, mais c'est aussi l'estime de soi. Donc, si l'EPS permet d'avoir une bonne estime de soi parce que j'ai la fierté d'avoir réussi à grimper une 5C en escalade alors qu'au début du cycle, j'en étais simplement à un stade bien inférieur, bien sûr, ça va structurer, renforcer la notion d'estime de soi, et fort de cette estime, ensuite après, on va pouvoir affronter la vie avec un capital d'estime qui va pouvoir être réinvestissable. Oui, oui. Et je vois aussi une autre application à ça, c'est que on parle souvent du sport qui aide justement à équilibrer la coordination entre le cerveau gauche et le cerveau droit, mais ça ne s'applique pas que au sport, la coordination au bas. Après, justement, ça a des vertus qui permettent d'être un peu plus réactif intellectuellement, de faire mieux la jonction entre certaines notions qui sont gérées par des zones différentes du cerveau, etc. Donc moi aussi, je pense que d'un point de vue application, tant le côté, on va dire, scolaire habituel, c'est-à-dire hors sport, quand je dis habituel, c'est pas parce que c'est pas le physique ou autre, ça peut aider, mais aussi après, je pense que le côté sportif peut aider pour les autres matières. Tout à fait. Je pense que les deux rentrent l'une avec l'autre. De toute façon, tout permet, tout est imbriqué, hein. Donc je pense que de la même façon que l'EPS peut être mis au service, et le sport peut être mis au service d'autre chose, le autre chose est également au service de l'EPS. Hein. La vie est un tout. Oui. À partir du moment où on se construit avec cette pyramide que moi j'appelle une pyramide de développement personnel, hein, qui va nous structurer, chaque chose, chaque expérience de vie, qu'elle soit scolaire, extrascolaire, que ce soit en EPS ou en français, que ce soit dans le domaine des loisirs, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, chaque chose va venir nourrir un des niveaux de besoin de la pyramide du développement personnel de l'individu, et donc tout va contribuer à faire qu'au bout du bout, on sera quelqu'un de réalisé, d'accompli, on sera quelqu'un qui sera épanoui, quelqu'un qui sera heureux dans la vie, et voilà, effectivement. Ok. Alors je regarde, oui, ça tourne encore, donc je pense qu'on ne doit pas être très loin de la demi-heure. On va peut-être couper là. Ah oui. À vue de nez, je pense. Nous connaissant, vu qu'on est assez bavard en général, et encore là on se réfrène devant la caméra. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut peut-être faire une deuxième vidéo.